Salut les moches, nous sommes donc mardi et nous nous retrouvons pour la suite de notre séance 3 qui porte sur les figures de style, deuxième partie. Aujourd'hui donc, vous avez deux fois que je dis donc, on est très bien parti, vous avez appris les figures par exagération ou d'insistance, ainsi que les figures par atténuation, et on est tranquille pour cette deuxième partie. Le reste est déjà maîtrisé depuis hier. Aujourd'hui donc, vous avez fait les questions 4, 5 et 6, et on va reprendre ça ensemble. Je reviens vite fait sur le cours, et ensuite nous prenons la correction. Je rappelle les basiques, hein, évidemment, solidarité, sérénité, zen, on est bien. Figure par exagération ou d'insistance. Tout d'abord, l'énumération, qu'on appelle aussi accumulation, succession de termes ou synonymes qui vont renforcer une caractéristique. Globalement, c'est quand vous mettez à la suite dans une phrase des termes de même nature grammaticale. Vous pouvez mettre plusieurs verbes, plusieurs noms, plusieurs adjectifs. Quand ils sont mis à la suite, séparés par une virgule, c'est quand même plus joli pour le style, vous avez ce qu'on appelle une énumération. J'avais déjà donné un exemple, si vous vous souvenez bien, dans une vidéo précédente, où je parlais de Valentine qui se levait, prenait son petit déjeuner, prenait sa douche, le jus d'orange sous la douche, s'habillait sous la douche, partait au collège, et se rendait compte que le collège était fermé. Je viens de refaire exactement la même que la dernière fois. C'est une énumération, parce que j'avais mis différents verbes à la suite. Énumération ou accumulation, comme on le dit, c'est la même chose. Il collectionnait tout, livres, disques, affiches, têtes de mort, enfin tout ce que vous voulez, je dis ça parce que je pensais. Ouais. Vous êtes dans l'énumération. Lorsque cette énumération va de façon crescendo, quand vous augmentez l'intensité, vous ne faites pas simplement une énumération ou une accumulation, vous faites ce qu'on appelle une gradation, c'est-à-dire que ça monte, ça augmente par étapes, par grade. La gradation, c'est une augmentation de l'intensité des termes que vous employez. Par exemple, il commence par tout sauter, puis par tousser, puis par cracher, puis par vomir du sang. Vous êtes en train de faire une gradation. Très mauvais exemple. Très très mauvais exemple. On peut censurer, je parle à personne, je suis tout seul, évidemment. Après la gradation, on passe à l'hyperbole, un classique. Là, l'hyperbole aussi, vous la retrouvez, cette figure de style extrêmement souvent, notamment au brevet. C'est de l'exagération. C'est quand vous exagérez la chose, soit pour lui donner une tournure un peu comique, soit lorsque vous souhaitez vraiment insister sur quelque chose. Quand vous dites par exemple « t'es le plus moche que j'ai jamais vu de tout l'univers », vous n'en savez rien, parce que vous n'avez pas visité tout l'univers. Le fait de faire ça, c'est de l'hyperbole. Lorsque par exemple, à un moment, au tout début du site internet, j'avais indiqué que si vous ne faisiez pas vos devoirs, j'allais vous faire lécher des poignées de porte, ou que j'allais même d'ailleurs vous péter les dents, avec un petit clin d'œil pour Axel, donc j'espère que la dentition se porte bien d'ailleurs en ce moment. Évidemment, j'étais dans l'hyperbole, il était hors de question de faire ça, ça se voulait comique, c'était complètement raté, d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Après donc l'hyperbole, nous passons à l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'un même terme ou d'un même mot. Alors on a dit, oui mais monsieur, la répétition d'une même construction, on avait dit que ça s'appelait parallélisme. Ah bah, et puis hop, on l'a trouvé là, parallélisme. Oui, parallélisme, c'est la répétition d'une même construction de phrase. Mais lorsque vous avez uniquement la répétition d'un mot, qui peut être placé en début de phrase d'ailleurs, mais pas forcément, on parle d'une anaphore. Pas uniquement en poésie d'ailleurs, mais dans tous les textes. Lorsqu'un mot est répété, on dit qu'il y a une reprise anaphorique, c'est la même chose qu'une répétition, mais c'est un mot un peu plus classe qui permet de se la raconter, et je vous rappelle que l'intérêt du français, c'est surtout de se la péter. Hein. Donc l'anaphore, la répétition, c'est la même chose, répétition d'un mot, d'une même construction, en début de vers ou de phrase pour insister. On vous dit en début de phrase. Normalement, l'anaphore, il est vrai, se situe particulièrement, principalement en début de phrase. Toutefois, même si le mot n'est pas en début de phrase, mais qu'il se répète plusieurs fois dans le texte, on parle bien d'une reprise anaphorique, et donc là encore d'une anaphore. Je vais faire une petite parenthèse de précision. Après ces figures d'exagération ou d'insistance, nous arrivons sur les figures par atténuation. Alors on en a déjà vu une, si vous vous souvenez bien, hier on a parlé de la litote. On a dit que la litote, ça donnait l'impression d'atténuer le propos pour en fait le rendre beaucoup plus parlant. Quand vous venez de vous prendre une porte et que vous dites « ça fait un petit peu mal », en fait, vous êtes en train de pleurer votre mère, donc ça fait pas juste un petit peu mal, ça fait extrêmement mal. Mais la façon de le dire, c'est une façon d'essayer d'atténuer pour en fait l'exagérer. Tout le monde aura compris que c'est exagéré. L'euphémisme, en revanche, lui, n'a pas vocation à inverser la tendance, n'a pas vocation à rendre la chose plus forte, mais bel et bien à atténuer le propos pour le rendre, dans la plupart des cas, moins douloureux. L'exemple le plus classique, c'est « il repose en paix ». Au lieu de dire « il est mort », il est mort est toujours un petit peu violent, le « il repose en paix » adoucit un peu la chose.
lorsque vous avez une très mauvaise note et que vous devez dire à vos parents « je n'ai pas très bien réussi », c'est pas la même chose que de dire « je me suis lourdement planté ». Vous essayez d'atténuer un peu le propos. Non pas pour le rendre plus exagéré, parce que vous voulez pas du tout faire ça, au contraire, vous essayez d'atténuer un petit peu la chose pour pas vous faire disputer. Vous dites « je n'ai pas très bien réussi », sous-titre, hashtag « je me suis bien vautré ». Nous sommes dans l'euphémisme. Ça va pour l'instant, je vous ai pas perdu? Alors on enchaîne pour les exercices, 4, 5 et 6, pour cette deuxième partie. Donc j'en profite pour dire, si vous avez imprimé les feuilles, vous avez vu qu'il y a 3 pages. Première page recto verso, et la petite troisième qui n'est que recto. Si vous ne l'avez pas imprimé, pas de panique, c'est pas grave. Je vous le distribuerai quand on se retrouvera en 2048. Ce qu'il faut faire, c'est juste l'avoir sur ordi si vous pouvez y accéder, télécharger si vous voulez même, et vous faites l'exercice sur une feuille à part en remettant le numéro de l'exercice, il n'y a pas de problème, ou vous le faites directement dessus si vous pouvez imprimer, c'est vous qui voyez. Pour l'exercice numéro 4, en vous appuyant sur les passages soulignés, quelle figure de style identifiez-vous? Alors, là encore, on est malin, on vient de travailler sur cette dernière partie, sur les figures d'exagération, d'insistance ou d'atténuation, on se doute bien que c'est ces figures de style-là qu'on va vouloir retrouver. Vous allez voir, ça a son intérêt, parce que parfois on pourrait retrouver d'autres figures de style qui ont été vues hier, mais là on va essayer de se focaliser sur celles qu'on a vues aujourd'hui. Dans l'extrait 1, épave de barge, de jeep, de tank, barbelé, casque, couteau, fusil, grenade, bombe. Même pas la peine de continuer, vous me voyez arriver. Ce qui est souligné ici, cette succession de termes, qui sont d'ailleurs des noms, succession de noms de la même nature grammaticale donc du coup, vous avez compris qu'on a une énumération qu'on appelle aussi accumulation. Dans le texte numéro 2, je vais par les sentiers et sur les routes, par-delà la mer, et plus loin, par-delà la mer, et par-delà l'au-delà. Dans ce texte ici, vous avez bien remarqué qu'on commence par les sentiers sur les routes, par-delà la mer, plus loin encore, et on va même littéralement dans l'au-delà. Autrement dit, on a encore une fois une forme de succession de termes, mais cette fois-ci qui vont de plus en plus loin, on retrouve une gradation. Vous auriez pu me dire là aussi, mais monsieur, on retrouve un peu cette même construction de phrase. Par les sentiers, par-delà la mer, par-delà l'au-delà, parce que je l'ai lu n'importe comment tout à l'heure, parallélisme. Bah oui, je serais obligé de vous dire, t'as fait raison, c'est malin. Vous pourriez me dire aussi anaphore, et je serais obligé de te dire, bah oui, tout à fait Jean-Michel, tu as raison, c'est malin comme remarque. Même si ce qui m'intéresse, c'est gradation. Et du coup, ça me permet de vous dire qu'une seule et même figure de style apparente peut en réalité en dissimuler une autre. Sous un groupe de mots, dans une expression utilisée, il n'est pas rare que vous puissiez y déceler plusieurs figures de style. Le jour du brevet, si ça arrive, et que vous hésitez entre plusieurs, vous mettez les différentes figures de style que vous avez repérées, tout en mettant en valeur celle qui vous paraît la plus évidente. Vous allez voir, il y en a une qui va forcément primer par rapport aux autres. Dans tous les cas, au moins repérer quelque chose plutôt que rien, c'est toujours mieux. Donc s'il y a plusieurs figures de style que vous repérez, vous mettez les différentes figures de style repérées. Dans l'exemple, dans le texte numéro 3, ta sœur m'a torturé, Louise, tu m'entends? Torturé! Pendant toute la journée! Ça, c'est par exemple ce que vos parents pensent de vous en ce moment, pendant le confinement. Voilà, on n'a jamais autant aimé l'école que depuis qu'on ne peut plus y aller. Donc ta sœur m'a torturé, le fait de dire ça, on se doute bien que la petite sœur de Louise en question ne vous a pas planté des clous dans les yeux. En réalité, c'est une façon d'exagérer le fait qu'elle était particulièrement pénible. Qui dit exagération, dit tout de suite, paf, hyperbole. Bah oui, tout de suite, hyperbole. Extrait numéro 4. On ne me connaissait pas, on ne me regardait pas, on ne me reprenait pas. J'étais un atome perdu dans cette immense foule. Là, vous avez repéré, là encore, différentes structures qui sont mises à la suite. On ne me connaissait pas, on ne me regardait pas, on ne me reprenait pas. Le fait d'avoir cette répétition de termes employés, nous avons une anaphore. Anaphore, on aurait pu aussi parler, vous allez me dire, de parallélisme. Et je t'aurais dit, mais oui, Jean-Louis, tu as raison, on pourrait très bien dire aussi parallélisme. Et le fait, qui plus est, qu'on retrouve une forme de succession de termes de même nature grammaticale, même si c'est carrément des groupes, des propositions qui se ressemblent, on pourrait aussi parler d'accumulation, et je te dirais oui, accumulation ou énumération, c'est tout à fait juste. On pourrait rentrer dans un débat un peu plus subtil, mais je vous garantis que ces figures de style sont tout à fait validées le jour du brevet. Enfin, il y a le atome qui est souligné, qui est tout seul, on peut quand même lui régler son compte aussi, un atome perdu dans cette immense foule, j'étais un atome. Là, vous m'avez normalement tous répondu, hyperbole, on est dans l'exagération. Si vous m'avez mis métaphore, bah oui, c'est vrai, c'est une métaphore. Je suis un atome, vous allez me dire, on est vraiment constitué d'atomes. Tu me lourdes avec tes remarques, tu me laisses finir mon cours et tu garderas ça quand on se reverra, si on se revoit, parce que toi tu commences à me saouler un peu.
Donc un atome, je suis un atome, c'est une métaphore tout à fait. Et ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le fait que ce soit exagéré, de dire j'étais un atome, donc vraiment l'insignifiance, le plus petit élément possible, dans une foule immense, le fait d'exagérer, et le fait d'exagérer est tout à fait hyperbole. Voilà, exercice numéro 5. Associer à chacun des noms une de ces expressions. Personne à mobilité réduite, malentendant, demandeur d'emploi. Que constituent ces expressions? On parle d'une personne à mobilité réduite. Alors là, vous pouvez me dire, mais monsieur, personne à mobilité réduite, ça désigne un... Ah ben attends, on va y venir. Chômeur, demandeur d'emploi. Je tourne autour, je ne désigne pas le mot. C'est une forme de périphrase, c'est vrai. Mais qui plus est, en faisant ça, ça atténue un peu le mot, parce que le mot chômeur peut faire un peu peur. Et au lieu de dire ça, on dit demandeur d'emploi, ça passe un peu mieux. C'est très politique, au final. Le terme demandeur d'emploi, c'est un euphémisme. Donc, que constituent ces expressions? Ce sont toutes des euphémismes. Toutes ces expressions sont des euphémismes. Handicapé, personne à mobilité réduite. Au lieu d'utiliser ce terme handicapé qui peut là aussi choquer un peu et blesser, être blessant, personne à mobilité réduite, ça englobe un peu la chose. Au lieu de dire sourd, on va dire malentendant. Au lieu de dire t'es gros, on va dire tu es un peu en surpoids. Je parle à moi ce que je suis en train de me voir dans les vidéos, il va falloir que je fasse du sport, là, on en reparlera plus tard. Quand vous tournez un peu autour, c'est une forme de périphrase, et la périphrase en elle-même a très souvent vocation à atténuer le propos. Très souvent, les périphrases sont des euphémismes. Périphrase, euphémisme. Vous voyez l'idée? On est pas mal. Exercice 6. Cette fois-ci, je m'évalue en vue du brevet. Je suis chaud, j'ai bien révisé toutes mes figures de style. On y va, on est prêt. Dans chaque extrait, souligne là où les figures de style employées et les nommer. Classique, il faut repérer les figures de style et dire de quoi il s'agit. Des milliers de sacs plastiques jonchaient le sol, s'accrochaient aux buissons de mesquites rabougris comme des pendus. Aussi loin que portait le regard, le bidonville avait clignoté l'espace. C'est effrayant quand je fais ça. Ah oui, je comprends un peu plus pourquoi vous vomissez quand je fais court. D'accord. Qu'est-ce qu'on a repéré? On y va par étapes. Comme des pendus, notre oreille a tout de suite été attirée par le comme. On a repéré l'outil de comparaison. Qui dit outil de comparaison dit comparaison. Comme des pendus. Ça se tient. Et on a aussi l'expression « avait grignoté l'espace ». Le bidonville, un bidonville qui va grignoter l'espace. Parce que vous voyez un bidonville qui va se comporter comme un petit hamster et réussir à grignoter. Pas possible, on attribue les caractéristiques d'un être vivant à quelque chose d'inanimé. Vous avez une personnification. Si vous m'avez répondu que c'est une métaphore, vous avez raison, puisque la personnification est une métaphore. Mais comme on est professionnel, on va jusqu'au bout, on est précis dans les détails que l'on donne, et on dit personnification plutôt que métaphore. Pour le texte numéro 2, le cresson boit, l'eau court, les frênes sur les pentes, sous la broussaille horrible et les ronces grimpantes, contractent lentement leurs pieds noueux et noirs. Les fleurs au cou de cygne ont les lacs pour miroir. Encore un petit Hugo, puis touche romantique, toujours ça fait du bien. Le cresson boit. J'ai déjà vu du cresson qui boit, bon, pourquoi pas. L'eau court. Ok. Vous me voyez arriver là encore, gros comme une maison. On attribue des caractéristiques humaines à quelque chose d'inanimé, normalement. Personnification. Nous avons bien sûr une personnification. Vous pourriez même dire, le cresson boit, l'eau court, succession de même construction, parallélisme, ça se tient, voire même anaphore, puisque répétition de la structure, mais attention non, parce que c'est pas le même mot. On n'a pas la répétition d'un même mot, donc ici anaphore, je vais vous dire, non, ça me plaît pas trop. En revanche, parallélisme aurait pu être accepté. Ce que je préfère encore plus, évidemment, c'est personnification. Bon, avant qu'on lentement, contractent leurs pieds noueux et noirs. Bah oui, alors qu'est-ce qu'on voit là? Des frênes qui ont des pieds, qu'est-ce qui se passe? On donne des pieds à des arbres, où va le monde? Personnification, on attribue là encore des caractéristiques humaines à quelque chose qui normalement n'est pas doté de pieds, pardon. Les fleurs au cou de cygne, donner les fleurs avec des coups de cygne, là encore personnification, on considère que les fleurs sont vivantes. Alors oui, là votre prof d'SVT va me faire un procès si je vous dis que les fleurs sont pas vivantes, donc d'accord, la nature est vivante, elle vous parle, tout va bien, et toi tu parles aux fleurs, j'aime ta vie. Ok, mais on considère que globalement, on va dire que la fleur, c'est pas hyper animé, sauf si t'en vois une un jour qui passe son brevet, dans ce cas-là tu me préviens, mais quand on lui attribue un coup de cygne, là, ok, on lui donne la caractéristique de quelque chose de vivant, et tout va bien. Refermons le débat. Moi je vous dis, personnification, ça me va très bien.
Quelle image de la nature est proposée dans chaque extrait? Bah oui, parce que depuis tout à l'heure, depuis hier, je vous fais bosser sur les figures de style, mais vous ne vous êtes jamais demandé mais pourquoi il me fait faire ça? Je vous l'ai dit déjà, c'est un des points que vous allez aborder directement en arrivant au lycée. Vous ne pourrez pas y couper. Ensuite, ça vous aide pour analyser les textes. Ce sont des outils qui vous permettent de comprendre déjà un peu le style de l'auteur, comment il s'y prend pour magnifier son texte, le rendre plus beau, et puis surtout, ça a du sens. Ça permet à chaque fois de mettre quelque chose en valeur. Là ici, vous l'avez compris, vous regardez bien que dans le premier texte de Patrick Barre, qu'on vous donne juste au-dessus, oui, P bar, le P c'est pour Patrick, hein, je vous le dis, des milliers de sacs plastiques jonchaient le sol, s'accrochaient aux buissons de mesquite comme des pendus. Ambiance. Aussi loin que portait le regard, le bidonville avait grignoté l'espace. Plutôt que de dire c'était étendu, le côté grignoté vient rajouter cette petite notion de quelque chose de, comme un rongeur, de très désagréable, qui va rejoindre l'idée des pendus. Les deux figures de style ici nous donnent une vision très négative du paysage. Ça permet d'accentuer ces éléments à connotation péjorative qu'on maîtrise bien. Si je regarde en revanche le texte d'Hugo, qui parle là cette fois-ci du paysage qui va mélanger le cresson qui boit, l'eau qui court, sous la broussaille horrible, ronces grimpantes, leurs pieds noueux et noirs, c'est un peu effrayant, on a une nature un peu effrayante, et puis on retrouve juste après les fleurs au cou de cygne. On les laque pour miroir. Autrement dit, son cœur balance entre une description de la nature avec des termes mélioratifs et péjoratifs. On a une description ici qui nous fait comprendre que la nature c'est un ensemble, c'est un tout, c'est à la fois ce qui peut relever du bien et du mal, du beau et du laid, bref, la vie. La nature, ce n'est plus ni moins que la vie. Même si je sais, vous êtes en train de vous dire, il y en a qui penchent beaucoup plus vers le lait que le beau, mais ça c'est un autre problème, on en discutera quand on se reverra en 2048. Prenez bien soin de vous, faites attention, on reste chez soi, on se confine, on tient bon, et puis on se retrouve jeudi. Bon courage à vous d'ici là, résistance.